Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition de notre format en ligne Outre-mer au pluriel. Des tables rondes organisées et animées par l'ACET à destination des territoires ultramarins et ouvertes à tous. Dans le contexte de la crise sanitaire et de son impact sur la conception et la conduite des projets, nous souhaitons anticiper sur des sujets majeurs d'actualité en vue des issues opérationnelles. Aujourd'hui, nous sommes en direct depuis nos lieux de travail adaptés aux consignes de la crise sanitaire ou encore de nos studios improvisés et acclimatés à nos espaces personnels de vie. Nous vous saluons de Fort-de-France en Martinique, Nouméa en Nouvelle-Calédonie, Paris, Orléans et Saint-Étienne en métropole. Quelques éléments techniques pour mieux accompagner cette table ronde en ligne. En direct depuis plusieurs sites, nous pouvons peut-être être soumis à des aléas techniques. Pour favoriser une bonne réception, nous vous recommandons de fermer vos applications et ne conserver comme onglet actif que celui du webinaire. Nous vous invitons à venir enrichir ces tables rondes. L'onglet prévu à cet effet se trouve à droite de votre écran. Nous sommes le 29 juin, 10h37 en 16h35 en Martinique. Nous sommes le 29 juin et il est 10h37 en Polynésie française, 16h37 en Martinique et Guadeloupe, 17h35 en Guyane, 22h37 en métropole. Nous sommes le 30 juin et il est 7h37 du matin en Nouvelle-Calédonie. Notre table ronde, on laisse la terre. Je m'appelle Yelena Stemenkovic, je suis directrice de mission à l'ACET. Avec Jean-Marie Guillien, directeur interrégional du développement outre-mer à l'ACET, nous avons le plaisir d'ouvrir ces tables rondes. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Yelena, merci pour cette introduction. Bonjour à tous qui nous suivez depuis les territoires ultramarins et depuis la métropole pour certains et pour lesquels l'outre-mer vous tient à cœur. Vu de la métropole, l'outre-mer fait bien souvent rêver comme destination touristique. On imagine bien qu'avec la crise sanitaire et les incertitudes qui pèsent sur les moyens de transport aérien et maritime, l'impact va être important. Par exemple, les vols d'Halifax pour Saint-Pierre-et-Miquelon n'ont pas repris et les escales des croisiéristes sont annulées. Le tourisme régional va être privilégié en ciblant l'Amérique du Nord, à savoir le Canada. Le Canada, là-bas, c'est la France près de chez vous pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les vols en provenance de Montréal ont en effet repris. En Guyane, la situation sanitaire incite plutôt au reconfinement et la circulation avec le Brésil est très limitée, les frontières étant quasiment fermées. Le pic de pandémie est attendu vers le 14 juillet et chaque jour, ce sont quelques 200 personnes qui sont déclarées positives au virus. L'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 30 h en Guyane, avec un couvre-feu à 17 h en semaine et dès 13 h le samedi jusqu'au lundi matin 5 h. Pour les professionnels du secteur touristique, quels qu'ils soient, hôteliers, restaurateurs, réceptifs, c'est extrêmement difficile. Orly, qui était fermé depuis le 31 mars, vient de rouvrir le 26 juin sur 25 liaisons, avec 130 vols prévus par jour contre 650 habituellement, et notamment la reprise des vols vers Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis-de-la Réunion. Cependant, jusqu'au 11 juillet, une quatorzaine est à respecter à l'arrivée, ce qui risque de limiter un retour massif des touristes cet été. À compter du 11 juillet, la quatorzaine sera supprimée, mais un test préalable 72 heures avant le départ sera obligatoire. La Nouvelle-Calédonie a été un des premiers territoires à déconfiner, mais les restrictions relatives au déplacement vers le territoire restent actives. 14 jours de confinement dans un hôtel réquisitionné, puis 7 jours stricts à domicile. Mayotte, tout comme la Guyane, est toujours en état de crise avec des mesures de confinement. La reprise des vols commerciaux vers la Polynésie française reprend progressivement à compter du 3 juillet prochain. Elle reste soumise à plusieurs conditions relatives aux mesures sanitaires et à la réouverture de certaines frontières. Et si les vols reprennent, une inquiétude pèse sur les niveaux tarifaires avec un risque de hausse des prix et des transports. Jean-Marie, merci de ce tour d'actualité ultramarine. En effet, à l'occasion d'une table ronde outre-mer au pluriel, nous échangeons à l'échelle planétaire. Le contexte inégalé de la crise sanitaire actuelle ne fait que rendre tout exercice de synthèse quasi utopique. Nous proposons de mettre en parallèle davantage que de comparer les situations ultramarines différentes afin de partager des expériences et de questionner des ressources mobilisables. La nouvelle contrainte de la mobilité restreinte survenue dans le contexte de la crise sanitaire et qui touche particulièrement l'outre-mer est le premier grand thème de notre format en ligne Outre-mer au pluriel. La table ronde initiale proposée le 20 mai dernier portait sur l'acclimatation et la résilience des fonctions urbaines fondamentales telles que l'habitat, le commerce, les équipements publics. Vous pouvez la visionner sur la page YouTube de l'ACET. Aujourd'hui, au programme de cette table ronde, dans la continuité de la thématique engagée,
et à partir des témoignages et de retours d'expérience des acteurs locaux, un sujet d'actualité ultramarine, la relance économique et le tourisme en situation de mobilité restreinte. Dans le contexte de la crise sanitaire, quelles actualités et quelles perspectives pour le tourisme dans l'outre-mer? Des freins aux opportunités. Pour en débattre, nous accueillons aujourd'hui quatre invités. Monsieur François Balthus-Landoc, bonjour. Bonjour. Madame Yolani Martin, bonjour. Bonjour. Monsieur Charles Roger, bonjour. Bonjour. Monsieur Hervé Tonnerre, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Et le modérateur de cette table ronde, Monsieur Xavier Beaumont, bonsoir. Bonsoir. Monsieur François Balthus-Landoc, vous êtes professionnel de l'hôtellerie et du tourisme à des postes de direction depuis 25 ans, aux États-Unis, en Suisse et en France. Vous êtes directeur du comité martiniquais du tourisme depuis septembre 2019. François Balthus-Landoc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette table ronde. Monsieur Charles Roger, vous êtes ingénieur de formation avec un parcours professionnel à Budapest en Hongrie, à Paris et en Nouvelle-Calédonie, principalement dans le secteur aérien. Air France et gestion aéroportuaire dans des métiers de gestion de projet, de contrôle de gestion et de management d'unités de production. Vous êtes directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie depuis 3 ans. Charles Roger, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette table ronde. Merci. Madame Yolani Martin, vous êtes en poste au sein de la province sud de Nouvelle-Calédonie depuis 2011. De 2011 à début 2020 au sein de la direction de l'économie, de la formation et de l'emploi, où vous êtes administratif territorial tourisme, puis chef du bureau chargé de mission. Depuis février 2020, vous êtes chargé de mission tourisme durable au secrétariat général de la province sud, où vous coordonnez le développement, la structuration et la promotion de l'office tourisme de la province. C'est l'office touristique de la province, pardon, de l'offre touristique de la province, pardon. Yolana Martin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette table ronde. Monsieur Hervé Tonnerre, vous êtes diplômé de l'ENA, vous avez été DGS de la région Guyane, puis de la collectivité territoriale de Guyane pendant 5 ans et demi. Au sein de la Caisse des dépôts et consignations, vous avez eu 4 postes liés à l'outre-mer, directeur régional CDC Océan Indien, directeur pour l'outre-mer de la filiale d'ingénierie de la Caisse des dépôts et GIS France, DGS donc de la collectivité territoriale de Guyane, et aujourd'hui, vous êtes directeur des Outre-mer et directeur régional Pacifique de la Banque des Territoires. Monsieur Hervé Tonnerre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette table ronde. Monsieur Xavier Beaumont, vous travaillez depuis plus de 15 ans dans le développement économique et touristique des territoires. Après des débuts professionnels en collectivité, vous avez développé une activité de conseil dans ce domaine, travaillant aussi bien pour des acteurs publics nationaux et locaux que pour des opérateurs privés, des gestionnaires et investisseurs d'équipements hôteliers, touristiques, culturels. Ces 3 dernières années, vous avez été responsable du service tourisme et port à la SET. Désormais, vous êtes directeur du pôle des projets de territoire qui rassemble plus de 70 consultants, travaillant sur des sujets variés comme l'aménagement territorial, le développement économique, la mobilité, la transition écologique et énergétique ou encore la transformation des organisations. Xavier Beaumont, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette table ronde. Alors Xavier, pouvez-vous nous faire une présentation du plan Relance Tourisme pour lequel BPI France et la Banque des Territoires jouent un rôle majeur? Oui, alors déjà, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Oui. Ok, j'ai eu un petit souci de micro au dernier moment. En 5 minutes, je vous propose de revenir sur les 3 crises passées et de voir comment elles ont impacté le tourisme à l'échelle mondiale. Et quand je parle des crises passées, je parle des crises de 2001, les attentats des États-Unis, la crise financière des subprimes en 2008 et les attentats en 2015 à Paris. Donc on distingue les crises qui ont d'abord eu un impact sur l'offre, comme la crise des subprimes en 2008, des crises qui ont eu un impact sur la demande, comme celles qui ont eu lieu suite aux attentats de 2001 et de 2015. Donc les Outre-mer ont été sensibles à ces crises successives, notamment le secteur de l'hôtellerie-restauration. Ils sont aussi sensibles aux catastrophes naturelles, principalement cycloniques et sanitaires, comme le chikungunya. Concernant le choc de la demande, on a regardé un petit peu comment évoluait la dépense touristique dans les principaux pays européens et on constate que les dépenses du tourisme d'agrément suite à ces crises aussi entre -2 et -6%.
Donc, comparé aux autres pays, la France amortit mieux le choc à la baisse, mais le rebond est moins fort. Alors que 2001 et 2008 installent plutôt des cycles longs, on a constaté que l'impact des attentats de 2015 a été effacé dès 2017. Alors, ça peut paraître long, puisqu'il a quand même fallu 2 ans pour retrouver le niveau d'activité d'avant 2015. Ça montre vraiment la résilience du secteur face à une menace sécuritaire soudaine. Donc, sur les 2 décennies passées, la France montre une stagnation. Cependant, là où d'autres destinations, comme l'Espagne, parviennent à générer de la croissance sur le long terme. Donc, ça interroge vraiment la capacité de l'offre touristique française à se renouveler, puisque c'est une offre qui est issue d'une pratique de masse, et on se rend compte que c'est de moins en moins le cas. Concernant le choc sur l'offre, on a regardé un petit peu comment évoluer le niveau des emplois touristiques, toujours dans les principaux pays européens. Et on constate que ce critère de l'emploi touristique permet de retracer là aussi l'impact de ces 3 crises sur le tissu économique du tourisme. Contrairement à la demande, le choc est plus aigu sur l'offre, puisque chaque crise a détruit entre 2 et 8% de l'emploi touristique. En 2008, il aura fallu attendre 2011, donc plus de 3 ans pour retrouver le niveau d'avant la crise. On se rend compte que la France amortit plutôt mieux le choc que ses voisins, mais sur le temps long, elle crée moins d'emplois touristiques. Donc c'est là aussi très lié aux attentes des clientèles et des publics. La particularité de la crise actuelle, c'est que c'est une crise des services qui sont en vérité l'épicentre du décrochage de l'activité, alors qu'habituellement, ces services jouent plutôt un rôle d'amortisseur. Donc, ça a un impact direct sur la trésorerie des entreprises. Ça va être le cas pendant au moins 6 à 12 mois. Et sur leur capacité d'investissement, ça se comptera en années. Par ailleurs, le tourisme est un secteur atomisé, avec beaucoup de petites entreprises dont les modèles économiques sont fragiles. Et on peut donc s'attendre à un phénomène de reprise, concentration d'activité, si la puissance publique n'intervient pas. Donc la question qu'on peut se poser après cette brève analyse rétrospective sur les crises passées, c'est est-ce que on retrouvera le niveau d'activité touristique pré-Covid en France métropolitaine et dans les Outre-mer? Et si oui, à quelle échéance? Il faut savoir qu'en 2019, à l'échelle mondiale, c'était la 10e année consécutive de croissance en nombre d'arrivées de touristes internationaux. Ça se comptait en 1,5 milliard de touristes internationaux qui voyageaient en 2019. Toutes les régions du monde avaient enregistré une augmentation des arrivées internationales, avec quand même un léger tassement en Europe et en Asie-Pacifique. Mais malgré le Brexit, malgré les tensions géopolitiques et sociales, le ralentissement de l'économie mondiale, les prévisions pour 2020 étaient sensiblement les mêmes, à savoir une hausse de 4%. Ceci, bien sûr, est complètement rebattu. En France, le secteur du tourisme, c'est 8% du PIB. Dans certains territoires, c'est parfois beaucoup plus. Si je prends l'exemple de la Savoie, c'est 50% du PIB. Sans compter les effets d'entraînement sur les autres secteurs économiques. Le risque d'une fracture territoriale majeure si les territoires ne sont pas soutenus sur ce secteur-là. Alors, dans les Outre-mer, le poids relatif du tourisme est moins important, mais c'est toutefois un secteur qui reste stratégique, justement pour cet effet d'entraînement que j'évoquais tout à l'heure, et pour l'avenir qu'il peut aussi représenter pour les jeunes domiens. Le marché touristique, c'est, comme je le disais tout à l'heure, aussi un marché très atomisé qui explique la diversité des offres proposées, mais aussi le défi permanent que représente la montée en gamme générale de cette offre. C'est un vrai enjeu dans les Outre-mer, notamment dans les Antilles, et la fragilité d'une grande partie de ce secteur qui a parfois du mal à voir au-delà de la saison suivante. C'est une activité très saisonnière. Donc, ces 2 caractéristiques, le poids économique du tourisme et sa structure sectorielle, expliquent un soutien massif du gouvernement à l'industrie du tourisme.
et le plan de relance tel qu'il a été proposé par le gouvernement et tel qu'il est mis en œuvre, notamment par la Caisse des dépôts. Pour se donner quand même un ordre d'idée de l'importance de ce soutien, le plan de relance tourisme, si je mets de côté l'aérien, est quasiment 2 fois plus important que le plan de relance sur le secteur de l'automobile. Donc ça donne quand même une idée de son importance. L'objectif à court terme, c'est vraiment de maintenir la diversité de l'offre touristique, qui est essentielle pour que la France, métropole et outre-mer, puisse accompagner la mutation du secteur, car c'est un secteur en mutation. Le renforcement de ce secteur qui s'inscrit nécessairement dans un temps long. On le voit bien en analysant les crises passées. Parce que l'impact aussi se ressentira sur plusieurs années. La perspective de la Coupe du Monde 2023 et des JO 2024, on sait qu'ils vont générer des flux de visiteurs très importants et qui vont nécessiter qu'on puisse accueillir justement ces visiteurs dans de bonnes conditions, témoigne aussi de cette vision à moyen voire long terme des acteurs publics nationaux dans le soutien à ce secteur-là. Pour ce qui est des acteurs locaux, leur responsabilité elle est immense pour pouvoir accompagner la mutation de ce secteur qui est historiquement dicté par l'offre, mais qui a de plus en plus tendance à s'adapter et à devoir s'adapter aux attentes complexes et variées des consommateurs. Ceci alors que l'environnement et le digital sont des facteurs de plus en plus prégnants de l'évolution des comportements touristiques. Je disais tout à l'heure que ce secteur pesait pour 8% du PIB français. Il représente aussi 8% des émissions de gaz à effet de serre et plus de 10% de l'artificialisation des sols. Donc ça explique aussi l'urgence pour ce secteur économique de se transformer. Et les Outre-mer, dont on sait qu'ils représentent 80% de la biodiversité du territoire français, sont aux avant-postes pour inventer de nouvelles organisations, de nouvelles pratiques touristiques, pour être moins tributaires du tourisme de masse, et sur cette base, initier des collaborations plus intenses à l'échelle régionale et des bassins océaniques, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, mais aussi d'initier des démarches plus inclusives qui impliquent peut-être davantage les habitants dans le renouvellement de cette offre. Voilà pour quelques mots d'introduction. Merci de votre attention. Et Elena, je te repasse la parole pour lancer les débats. Merci beaucoup, Xavier Beaumont. Nous venons d'entendre ton intervention sur le plan de la relance tourisme. Première question pour ouvrir cette table ronde pour nos invités. Pouvez-vous, s'il vous plaît, dresser une photographie d'actualité de vos territoires? La mobilité restreinte, quelle en est la situation maritime, aérienne? Comment envisagez-vous la réouverture progressive de vos territoires dans les prochains mois? Un tour de table, 2 ou 3 minutes par intervenant. Je vous laisse commencer qui souhaite. Je peux commencer si vous voulez. Merci. François Balthus. Oui. Donc, en fait, la particularité des territoires d'outre-mer, c'est que nous avons été confinés assez tôt. Du coup, nous avons été relativement épargnés par la pandémie. Bon, pour vous donner une petite idée, en Martinique, on a eu seulement 242 cas confirmés, 14 décès. Donc, il était évident que pour nous, la reprise du secteur touristique devait passer par la protection de la population. Et donc, nous avons réclamé aux politiques, aux ministres, qu'il y ait une mesure qui puisse protéger la population et en même temps favoriser un rebond du secteur. Et donc, nous avons appris il y a très peu de temps, hein, avec la loi de fin d'état d'urgence sanitaire. Donc, elle inclut donc un test, comme vous le disiez tout à l'heure, qui donc est rendu obligatoire par cette loi à partir du 11 juillet pour tous les visiteurs en provenance de la France hexagonale. Jusqu'à
jusqu'au 11 juillet, nous sommes un peu dans une zone grise, c'est-à-dire que les visiteurs, on leur conseille de faire un test. S'ils font le test, ils ont une septaine à faire à l'arrivée à Fort-de-France. Ou alors, s'ils n'ont pas fait le test, ils auront une quatorzaine, donc comme c'était le cas avant. Donc, en termes de… les 3 dernières semaines ont été très importantes concernant les flux, puisqu'effectivement, les protocoles, il y a eu pas mal d'hésitations, on a eu des informations tardivement. Aujourd'hui, on a enfin la confirmation des vols d'Air France, de Corsair et d'Air Caraïbes. Donc, ils ont eu donc toutes les autorisations au niveau de la direction de l'aviation civile. Par contre, au niveau des vols internationaux, alors j'ai appris seulement aujourd'hui que Air Belgium pourrait revoler à partir du 15 juillet. Donc et on n'a toujours pas de nouvelles de Air Canada qui est hyper motivé pour revenir aux Antilles parce que pour nous, c'est un de nos marchés historiques. Et malheureusement, Air Canada ne sait toujours pas quand est-ce qu'il pourra évidemment donc revoler sur la Martinique et la Guadeloupe. American Airlines, a priori, reprendront leur vol vers le mois de décembre. Donc voilà, donc ça reste quand même des contraintes très sérieuses qui hypothèquent un peu la reprise du secteur. Pour les liaisons maritimes, donc on a aujourd'hui la navette Interilles, donc qui peut entre la Guadeloupe et la Martinique. Donc elle ne dessert pas la Dominique, qui est une île qui est qui est entre nos deux territoires. Donc elle dessert directement donc la Martinique. Donc ça c'est bien parce qu'effectivement on le verra tout à l'heure par rapport à ce que nous avons décidé de faire face à cette crise et pour redémarrer un peu le secteur, c'est cette coopération régionale. Et donc, du coup, ça permet effectivement des flux entre la Guadeloupe et la Martinique et nous en avons bien besoin aujourd'hui pour redémarrer le tourisme chez nous. Donc, voilà, pour dresser un peu le contexte, il était, si vous voulez, aux Antilles, on a cette complexité, hein, on a une fragilité de nos infrastructures hospitalières, ce qui nous oblige évidemment à protéger le territoire, mais en même temps avec des contraintes, puisque le test, nous on essaie de ne pas le présenter comme une contrainte, parce que quand on va en Guyane, on se fait vacciner, ou en Afrique aussi, donc on le présente plus comme une sécurité pour le visiteur, puisqu'en fait, il va dans un territoire qui est aujourd'hui, encore une fois, relativement épargné. Le virus ne circule plus chez nous depuis plusieurs semaines. Par contre, on a des nouveaux cas qui sont importés. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont détectés tout de suite. Donc, ça, c'est la très bonne nouvelle, c'est que le système mis en place fonctionne correctement. Donc, pour le visiteur, aujourd'hui, ce que nous avons mis en place avec les tests et la septaine, ça fonctionne. Donc, il se déplace aux Antilles, il va dans un territoire qui est sain, entre guillemets, et donc c'est un vrai avantage pour lui. Et en même temps, pour la population, nous savons que nos visiteurs aussi auront été testés au préalable. Donc voilà. Donc, la petite contrainte pour terminer, c'est que avec toutes ces hésitations de protocole, on a loupé la fenêtre de tir du mois de juin pour les réservations. Donc, évidemment, on n'espère pas des flux vraiment extraordinaires pour les grandes vacances. Donc, on aura une clientèle affinitaire, c'est sûr, puisque bon, voilà, les étudiants qui reviennent voir leur famille, les compatriotes qui vivent en France hexagonale, qui reviendront de toutes les façons. Maintenant, je pense que les flux vraiment tourisme seront plutôt faibles, puisque, comme je disais, le test, la mise en place des tests, ça vient d'être annoncé. Donc, je crains fort que nous n'ayons pas de gros flux cet été. Voilà. Donc, on se projette, nous, par rapport aux étapes, pour terminer, c'est qu'on se projette plus sur la haute saison. Donc là, nous sommes
Pour les grandes vacances, on se concentre sur le tourisme régional, local d'abord, régional. C'est un peu comme les étages d'une fusée, hein. Donc local, régional, national qu'on va donc avec des campagnes vers le mois d'octobre et international vers la fin de l'année. Voilà. Merci beaucoup, François Balthus-Landoc. On continue le tour de table. Yolani Martin, Charles Roger, sur la Nouvelle-Calédonie. Alors, pour la Nouvelle-Calédonie, nous avions en 2019 130 000 touristes internationaux par voie aérienne, sachant que nos territoires cibles, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et majoritairement la France. On avait à peu près un peu moins de 500 000 croisiéristes par an, et pour une population de 280 000 habitants. Alors nous avons eu la chance de n'avoir aujourd'hui que 21 cas de Covid sur la Nouvelle-Calédonie et que des cas importés. On n'a pas eu de circulation du virus sur le territoire. En fait, on a pu contrôler rapidement ça parce que ce sont des cas qui ont été détectés rapidement dans les hôtels, qui ont été réquisitionnés pour de la mise en quarantaine, qui est toujours effective. Alors, nous, pour la desserte aérienne, on n'a pas de visibilité parce qu'évidemment, on se doit d'avoir une assurance de sécurité sanitaire pour le territoire. De par notre insularité, on a la même problématique qu'en Martinique, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, même si on a de très bons équipements hospitaliers, on n'en a pas forcément d'assez important pour faire face à une crise sanitaire comme certains pays ont pu l'avoir. Donc, pour l'instant, la desserte aérienne et la desserte maritime restent fermées tant qu'on n'a pas de visibilité sur l'évolution de l'épidémie. Surtout que nous sommes dans un contexte politique assez délicat avec un second référendum au mois d'octobre. Du coup, c'est vrai que il faut qu'on fasse attention à la gestion de cette crise pour pas perturber déjà une économie sur le territoire qui est délicate de par notre contexte politique. Nous, on a décidé de miser sur le tourisme domestique, c'est-à-dire qu'on a 280 000 Calédoniens qui sont là pour consommer le tourisme en Nouvelle-Calédonie. On a lancé une campagne de com pour inciter le Calédonien à redécouvrir son territoire de manière différente. On a renforcé des plans de formation qu'on avait mis à disposition des entreprises touristiques pour travailler sur le niveau de qualité des prestations que l'on a en Nouvelle-Calédonie. On travaille sur un accompagnement réellement du secteur. On remet les choses à plat, on se réorganise, on réinvente les choses et on prend le temps de réfléchir stratégie, vraiment de s'orienter vers du tourisme durable et du coup mettre en place les actions pour atteindre cet objectif-là. Alors, même si sur le plan économique, cette situation est très compliquée et très délicate pour les acteurs, c'est quand même une opportunité de réfléchir, de réorienter les choses et de penser quel type de tourisme nous souhaitons pour le territoire et comment accompagner les socioprofessionnels pour l'atteinte de ces objectifs-là en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, Yolani Martin. Charles Roger, pouvez-vous compléter sur la situation calédonienne? Oui, alors Yolani a très bien décrit la situation pour la Nouvelle-Calédonie. Peut-être juste quelques chiffres pour essayer de donner le poids de chacun des tourismes. Le tourisme d'avant-crise, avec 130 000 visiteurs qui venaient en 2019 sur notre territoire. Et dans le même temps, on avait 150 000 Calédoniens qui quittaient le territoire pour aller passer des vacances ou voyager à l'extérieur. Donc on voit qu'on a des volumes qui sont à peu près équivalents et je pense même que nos Calédoniens dépensaient peut-être plus à l'extérieur du territoire que les visiteurs consommaient à l'intérieur du territoire. Alors toute la question est de savoir d'un point de vue impact économique de cette crise et sur cette situation, on va dire, très actuelle,
Est-ce que les Calédoniens consomment bien ce qu'ils avaient l'habitude de consommer à l'extérieur du territoire, auprès de nos structures touristiques et sur notre tissu d'entreprise calédonienne? Sans doute pas, sans doute que dans une situation de crise, le pouvoir d'achat a baissé et sans doute que le Calédonien aussi a peut-être tendance à épargner parce que dans une crise, dans une gestion de crise, on a toujours tendance à vouloir être prudent. Et ce qui est sûr, c'est que les acteurs ou le tissu économique n'est pas le même de ceux qui bénéficient de la consommation locale des Calédoniens qui consomment ici alors qu'avant ils consommaient à l'extérieur, par rapport aux touristes étrangers qui venaient consommer ici, notamment les grands hôtels de Nouméa, les compagnies aériennes et tous les prestataires de services qui étaient notamment en lien avec la croisière, eux souffrent terriblement de ce décalage dans la typologie de consommateurs actuelle. Voilà, je pense que sinon la situation a été très bien décrite par Yolani, donc pas besoin d'en rajouter. Merci beaucoup. On aura l'occasion de développer les démarches. Hervé Tonnerre, souhaitez-vous intervenir, compléter le tour d'actualité? Un peu plus compliqué pour moi parce que je ne suis pas directement, donc voilà, on est dans un rôle plutôt, on regarde les choses, on essaie d'accompagner. Je suis administrateur de l'aéroport de Tahiti, donc on voit par contre la situation d'un autre territoire. La Polynésie, on sait que le tourisme est quand même un enjeu majeur, et on perçoit les éléments de difficulté déjà au niveau des compagnies aériennes. Après, des hôtels, avec par contre une perspective pareille. Hein, les sujets, je pense qu'on va tourner autour de ce qui a été dit, c'est comment les modalités de la reprise vont être faites. Hein. Pour la petite histoire, je viens de valider pour un déplacement en Polynésie française et j'ai inscrit mon test amont. Donc c'est vrai que tous ces sujets de test qui sont indispensables, et je comprends parce que la Polynésie, ce que indiquait également donc l'interlocuteur pour les Antilles, aussi a été très peu impacté par le Covid et la volonté du gouvernement polynésien, c'est de protéger également sa population et de faire en sorte que si on rouvre dans les conditions sanitaires. Mais on voit très bien que ces conditions sanitaires présupposent aussi, de la part du touriste, de la relance, un certain nombre d'adaptations. Et puis après, ça présuppose aussi que la réouverture des lignes aériennes. Mais ça, c'est la même chose pour la Nouvelle-Calédonie. Je parle des territoires qui, en plus, contrairement peut-être aux Antilles ou contrairement peut-être à la Réunion ou à Mayotte, ont, j'allais dire, une double peine avec des aéroports de rupture et des lignes à rouvrir. Je prends pour la Polynésie toujours, j'ai pris 2 ESTA, c'est-à-dire 2 autorisations à la fois par les États-Unis et par le Canada, parce que je ne sais toujours pas si je passerai par Vancouver ou si je devrais passer par Los Angeles ou San Francisco. Donc ça peut paraître anodin, mais pour une clientèle entre guillemets de touristes d'affaires, donc je prends exprès cet exemple d'illustration, voilà, il y a un impact majeur. Donc on voit selon les territoires qui ne sont pas tout à fait les mêmes entre le poids du tourisme. Tout à l'heure, on disait malheureusement pour la Guyane, un territoire que j'ai connu, hein, que j'apprécie et dont je mesure encore l'élément de difficulté parce qu'il replonge dans un confinement et la situation, on connaît le contexte géopolitique de la Guyane fait que c'est très difficile de protéger un territoire. Hein. On a le Brésil de l'autre côté, le Suriname de l'autre. Donc, je pense qu'à un moment, des acteurs comme nous, aux côtés de ce que font les gouvernements, les collectivités en charge régionales, les départements, les consulaires, on aura un rôle de soutien pour cette résilience qu'on a appelée. Hein. Tout à l'heure, l'intervention d'ouverture était très intéressante sur cette notion de temps et de résilience. Lorsqu'un territoire peut repartir facilement, lorsqu'il peut retrouver ses touristes, lorsqu'il peut éventuellement, je voyais ce que faisait la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'on peut miser sur un tourisme local, c'est très très bien. Mais voilà, il y a peut-être un moment, il faudra un coup de pouce supplémentaire. Et on pourra revenir sur ce fameux plan tourisme et l'action concertée du groupe Caisse des Dépôts entre la BPI qui gère plutôt les exploitants et nous qui aurons plutôt regardé du côté de l'immobilier ou de la rénovation, j'allais dire, de l'offre. Ça travaillera un peu sur la demande avec les plateformes. Merci, Monsieur Tonnerre. Alors effectivement, la situation de chaque territoire ultramarin est certes particulière, hein, l'outre-mer est pluriel, mais la position insulaire et pour la Guyane, l'enclavement associé à un territoire vaste, hein, vous venez de le souligner, nous renvoie à l'idée d'une certaine isolation qui sera en commun à tout l'outre-mer. Nous comprenons que les connexions historiques avec la métropole sont quasi à l'arrêt, dû à la mobilité restreinte actuelle, le tourisme étant particulièrement touché. Est-ce que ça ne serait pas l'opportunité de renforcer des liens avec les territoires avoisinants et comment se positionnent les territoires ultramarins dans leur environnement proche et dans leur bassin océanique? Des coopérations sont-elles ou peuvent-elles être engagées entre les territoires ultramarins français d'une même zone
mais aussi avec les îles et territoires voisins. Alors, Monsieur Balthus, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, hein, avec des synergies entre la Guadeloupe et la Martinique, peut-être avec d'autres territoires régionaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, absolument. Alors, cette crise, elle a eu quand même un point positif, c'est que nous puissions, territoire atlantique, essentiellement la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth, mais aussi la Guyane, même si aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué. Et pendant cette période de confinement qui était anxiogène, avec beaucoup d'inconnus, il fallait faire beaucoup de lobbying auprès du gouvernement, il fallait éclairer le gouvernement et les membres du gouvernement sur notre situation. Nous nous sommes vraiment rapprochés. Et si vous voulez, ce rapprochement aujourd'hui se concrétise, bon, non seulement par les mesures dont j'ai parlé tout à l'heure, les textes, etc., mais aussi par des campagnes de promotion que nous allons faire ensemble. Et donc une campagne pour inviter les compatriotes à visiter les îles d'à côté. Donc là, nous avons par exemple avec la Guadeloupe, on a même été plus loin avec la Guadeloupe, et c'était une première, c'est qu'on a partagé nos conférences de presse. Voyez-vous, par exemple, chez nous en Martinique, on a une campagne qui s'appelle Partez en vacances en Martinique, qui a 20 ans, et qui donc traditionnellement est mise en place pour booster la basse saison. Et donc, cette année, la Guadeloupe, évidemment, alors elle a aussi le même dispositif hein, qui s'appelle différemment. Et on a décidé eh bien, de partager nos conférences de presse. Donc, j'ai invité la Guadeloupe dans une conférence de presse pour qu'elle présente son dispositif, donc pour attirer les Martiniquais en Guadeloupe. Et moi, j'ai fait de même. Je suis allé en Guadeloupe et j'ai présenté la campagne Partez en vacances en Martinique. Donc voilà, c'est des choses très très concrètes. Et nous avons aussi une campagne donc vraiment régionale avec un film de 30 secondes qui est en train d'être monté avec des images de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de Saint-Barth. La Guyane, dans un premier temps, était inclus dans ce dispositif, mais avec tout ce qui se passe, on les rajoutera un petit peu après, puisqu'aujourd'hui, ils ont trop de restrictions pour voyager dans nos territoires, donc ce ne serait pas pertinent. Donc ça, c'est effectivement pour cette coopération régionale sur les îles françaises et enfin, les départements, les territoires français. Mais il y a aussi des rapprochements qui se font avec Sainte-Lucie, par exemple, pour bénéficier, pour transformer Sainte-Lucie en un hub pour la Martinique. On est vraiment, on est à 20 minutes de vol, 15 minutes de vol, donc c'est vraiment l'île d'à côté. Et c'est vrai que Sainte-Lucie, par exemple, a des flux aériens que nous n'avons pas sur des territoires vers les États-Unis, les territoires anglophones. Et donc là, aujourd'hui, on avait commencé des négociations avant le Covid. Et là, on essaie effectivement aujourd'hui d'ouvrir des possibilités pour qu'on puisse avoir des codes share avec des compagnies américaines qui donc atterrissent à Sainte-Lucie. Et donc là, on est en train de travailler sur ces dispositifs de coopération régionale. Donc c'est vrai que cette crise, elle nous a rapprochés. On savait, ce qui est très marrant, c'est que les Antilles Guyane, il y a 20 ans, avaient des dispositifs collaboratifs et qui avaient disparu ces dernières années. Et c'est quand même incroyable. Moi, j'ai revu, j'ai des collègues qui sont au CMT depuis plus de 20 ans et qui montraient encore ce matin un poster où il y avait la Guadeloupe et la Martinique. Et c'est vrai que, parce qu'en fait, il y avait des bureaux à Paris, et il y avait même eu des bureaux anti-Guyane, enfin bon. Et puis, avec le temps, les changements politiques, il y a eu des séparations, des petites guerres entre territoires. Et puis aujourd'hui, bien, on voit que tout cela s'efface et qu'au contraire, on laisse place à une vraie coopération, une transparence, un échange d'informations et des actions complètement pragmatiques, parce qu'on essaie d'avancer étape par étape sans faire voilà, voilà, on essaie d'être pragmatique avec des actions très claires et très simples, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure.
Donc voilà, je pense que par rapport à la coopération, c'était assez clair. Et puis, comme je disais tout à l'heure, nous, on prévoit dans un deuxième temps des campagnes plutôt sur le national, puisque cette année, ces vacances, les flux sont quand même réduits. Hein. Comme je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, Corsair, Air Caraïbes et Air France revolent, mais on aura la moitié de nos capacités. Donc, on était sur plus de 14 vols par semaine. Là, on va être à peine à 7 vols. Donc, ça réduit énormément la voilure. Donc, on va se concentrer donc, pendant les grandes vacances sur le régional, avec donc la campagne média très, très forte, avec des films que nous avons fait pour notre clientèle locale, pour inviter les Martiniquais à redécouvrir leur île. Et puis, pour inviter les Guadeloupéens, les Saint-Martinois à venir nous rencontrer. Et puis, vers le mois d'octobre, campagne nationale avec la Guadeloupe aussi d'ailleurs, et la collaboration d'Atout France. Donc ça, c'est vraiment important, avec un partenariat Atout France, Guadeloupe, Martinique. Et puis, l'international, plutôt vers le mois de décembre. Ce qui était vraiment important pour nous aussi, c'est que, et je l'ai entendu tout à l'heure, c'est de sauver notre offre, donc notre offre touristique sur le territoire. C'est ce qui était en grand danger, puisque notre offre touristique est essentiellement composée de TPE, de PME et de TPE, donc très fragiles, qui ont peu de trésorerie. Et donc, bien que nous ayons bien que ces entreprises aient bénéficié des aides du gouvernement, des aides de la collectivité locale, elles restent extrêmement fragiles. Et donc, pour nous, en tant qu'institution qui donc assure la promotion du tourisme, enfin de la Martinique dans le monde, mais aussi nous sommes responsables de la structuration de l'offre et donc de ce soutien aux entreprises. C'était vraiment la chose la plus importante pour nous. C'était vraiment de maintenir cette offre. Et donc, ce redémarrage du secteur pour les grandes vacances était essentiel. Essentiel pour redonner une bouffée d'oxygène aux entreprises pour qu'elles ne ferment pas, tout simplement. Alors, il y a quand même des questions qui se posent. Hein, c'est qu'il y a quand même des opérateurs qui ne veulent pas rouvrir à moitié parce qu'ils ne sont pas rentables. Donc c'est une vraie problématique. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Il y a des restaurateurs qui, avec les protocoles qui sont mis en place, rouvrent à 50% de leur capacité et finalement, ils n'atteignent pas le seuil de rentabilité, donc ils préfèrent rester fermés. Il y a des hôtels aussi, hein, où c'est pas la même situation. Donc, les choses ne sont pas faciles encore cet été, mais malgré tout, globalement, en faisant le tour des socioprofessionnels, il y a une vraie envie de redémarrer, il y a une vraie envie de casser avec voilà, cette situation anxiogène et ces hôtels fantômes fermés pendant 3 mois. J'en parlais encore avec le directeur de la batelière. Mais voilà, il y a une vraie volonté de pouvoir redémarrer. Très bien, merci Monsieur Malthus. Donc on voit effectivement une forte solidarité, une unité qui permet de redévelopper le tourisme local finalement et régional. Là on est sur le court terme. Ça va peut-être favoriser à moyen et long terme des accords et peut-être l'ouverture sur les USA, avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, avec les accords que vous pouvez avoir avec Sainte-Lucie. Monsieur Roger, sur la Nouvelle-Calédonie, alors on sait que le pouvoir d'achat des Néo-Calédoniens est important et que finalement développer le tourisme local peut peut-être aussi être une solution. Les Néo-Calédoniens aimant beaucoup leur île. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus également sur ce sujet? Alors oui, alors c'est ce que je disais dans ma première intervention, hein, c'est qu'aujourd'hui on a effectivement une compensation, alors sans doute partielle ou totale, on a du mal à le savoir, de la consommation des touristes internationaux qui venaient sur le territoire par la clientèle locale, donc les Calédoniens qui, eux, quittaient fortement le territoire et dans des proportions plus importantes que le nombre de visiteurs qu'on avait. Pour autant, on sait que les secteurs et les zones géographiques de notre île, hein, parce qu'on a un territoire qui est très étendu,
sont pas forcément les mêmes bénéficiaires, hein, à savoir qu'on a des acteurs du tourisme qui bénéficient pleinement de ce changement de clientèle, et on a d'autres acteurs qui, eux, souffrent vraiment de ce changement de consommateurs. Après, au niveau de l'intégration régionale, le principal atout de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est aussi son principal handicap, c'est d'être complètement Covid-free. Et en fait, c'est un handicap parce que nos relations avec les territoires du Pacifique, elles dépendent de leur statut, est-ce qu'ils sont eux aussi Covid-free ou non, et de leur stratégie, est-ce qu'ils veulent rester Covid-free ou est-ce qu'ils sont prêts à prendre un peu de risque de façon à relancer l'activité économique. Aujourd'hui, nous, on a une relation qui est normale, c'est la relation avec Wallis et Futuna, dont le statut est aussi Covid-free. Donc là, pour le coup, il y a des échanges, des flux de circulation entre Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie sans que les voyageurs aient à subir de quatorzaine stricte dans les hôtels. Il était discuté ou envisagé un temps ce même type d'échange avec la Polynésie française, mais de ce qu'on comprend, la Polynésie française ayant absolument besoin pour maintenir une activité économique de s'ouvrir avec ces territoires visiteurs, on va dire, elle ne va pas pouvoir maintenir cette volonté de devenir Covid-free. Et du coup, les échanges avec la Polynésie française, ils deviennent très difficiles si la Polynésie française a par ailleurs des échanges avec d'autres territoires qui ne sont pas Covid-free. Et on a la même situation avec nos deux principaux voisins, les deux mastodontes du Pacifique, que sont la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui avaient une stratégie sanitaire qui était intéressante et qui tendait à ce que le virus soit éradiqué, mais qui vont se rouvrir et qui vont accepter, eux, dans leur gestion au quotidien, que le virus soit limité, mais circule. Et tant qu'on est face à cette situation-là, et tant que la Nouvelle-Calédonie n'a pas passé, on va dire, l'échéance du référendum, il sera très difficile d'ouvrir nos frontières à d'autres territoires qui ne sont pas Covid-free. Très bien, merci Monsieur Roger. Madame Martin, vous voulez compléter un petit peu sur la Nouvelle-Calédonie? Non, Charles a très bien résumé la situation. D'accord. Monsieur Tonnerre, comment la VDT peut-être s'inscrire dans ces dispositifs? Je crois que justement, c'est en étant à l'écoute des territoires et des particularités, parce que on comprend très bien, et c'est vrai que l'enjeu du référendum d'octobre pose encore d'autres thématiques ou problématiques, et que l'économie calédonienne, qui a toujours été une économie assez forte, hein, et on le soulignait tout à l'heure, y compris le niveau de vie moyen, le PIB moyen de Calédonie était quand même le PIB le plus élevé de l'outre-mer. Mais là, l'économie calédonienne, elle a besoin également d'avoir quelques signaux positifs et une sérénité qui devrait rejaillir, y compris sur un contexte politique qui est quand même important, hein, puisqu'il y a des décisions majeures et des échanges institutionnels. Donc nous, on sera très attentifs à essayer d'accompagner la vision des territoires. C'est toujours pareil, hein, du côté de la Banque des territoires et de la Caisse des dépôts de manière générale, on n'est pas un acteur de première ligne, on est un acteur de seconde ligne. Par contre, très clairement, on a reçu un mandat, on va l'exercer, on souhaite l'exercer, c'est celui d'accompagner les territoires dans la mise en œuvre justement de ce qui était une des forces, je veux dire, au niveau des Outre-mer, du tourisme. Donc, on va intervenir de différentes façons, hein. L'action immédiate et la principale a été celle de, j'allais dire, chez nous, de la BPI, et mis en place des dispositifs d'intervention qui allaient tout de suite sur la trésorerie des entreprises, hein, avec les différents dispositifs qu'on connaît. Alors, à la fois, bien sûr, l'intermédiation des prêts garantis par l'État au secteur bancaire, mais également ses propres prêts, hein, à tout rebond, etc. Du côté de la Banque des territoires, on a trois axes. Un axe de réflexion avec les collectivités, c'est-à-dire on est prêt à accompagner leur stratégie, y compris en ingénierie de projet, leur stratégie touristique. On est prêt aussi, et c'est un mandat qu'on a reçu au niveau national, de travailler à, j'allais dire, la mise en place d'une plateforme ou d'une fédération, d'une coalition de plateformes pour pouvoir reconquérir un peu de valeur ajoutée au bénéfice des entreprises locales, puisqu'on sait très bien que si on est sur le côté de la gestion de la demande, on a des grands acteurs, hein, on les connaît tous, nord-américains, qui captent une partie
à mon avis, des fois, qu'on estime souvent abusive, de valeur ajoutée au profit des professionnels du tourisme. Donc, à un moment, la question est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas en profiter également pour relancer l'offre, mais y compris avec des canaux qui seraient un peu mieux maîtrisés, avec un meilleur partage de la valeur ajoutée. Et le troisième axe d'intervention, c'est sur des produits touristiques, donc sur l'offre, la consolidation de l'offre. Une fois qu'on est allé sur des dispositifs de trésorerie un peu classiques ou de prêteurs, de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas aller un peu plus loin? Est-ce qu'on n'a pas des enjeux de restructuration qui pourraient passer par des montages où, là, du côté de la Banque des Territoires, on irait en actionnariat direct, soit au cas par cas, on a cité des exemples d'hôtels qui pourraient être accompagnés, soit dans des dispositifs de type foncière publique ou d'économie mixte à monter en partenariat avec un certain nombre d'acteurs. L'idée étant de pouvoir porter des murs et redonner un peu, j'allais dire, de solidité de finances pour que les exploitants de qualité fassent leur activité première, c'est-à-dire exploitent des hôtels et soient un peu soulagés sur leurs murs. Et puis, lorsque la résilience sera passée, ben, naturellement, on remet ces éboumiers, ces actifs sur un marché qui aura été reconstitué. Voilà. Donc ça, c'est plutôt auprès de chaque territoire, en liaison avec, je voyais, on a des consulaires, on a des collectivités qui sont représentées, on a des professionnels du tourisme qui maîtrisent l'offre. C'est de voir comment est-ce qu'on peut, nous, avec ce qui est de nos modalités, c'est-à-dire de pouvoir financer ou en investisseur ou en prêteur, ces stratégies et au-delà des actions très opérationnelles pour reconstituer l'offre et améliorer la demande. Voilà. Ça sera du cas par cas, de l'écoute des territoires et la capacité en tant que de besoin de mobiliser des financements dont on a rappelé les montants et qui seront quand même extraordinairement élevés. Genre, un choc, j'allais dire, de soutien s'il y a une volonté de faire du côté des acteurs locaux. Et c'est pour ça que j'ai écouté des initiatives très intéressantes, que chaque bassin essaye déjà de reconquérir. J'étais très heureux quand j'entendais que la Guadeloupe et la Martinique, et en regardant également ce qui se passe en Guyane, oui, j'ai assisté donc aussi à des interventions où on sent une appétence et une volonté des élus de zones de travailler en commun. Donc, la zone anti-Guyane, c'est un très très bon exemple de ce qui doit se faire, où des fois on a perdu ce sens de la solidarité pour des stratégies qui n'ont pas toujours beaucoup de sens, notamment si on veut conquérir une clientèle touristique. Au contraire, on peut proposer des packages, etc., qui ont pas mal de sens. Donc on essaiera d'accompagner, donc je le dis, en finançant de l'ingénierie aux côtés d'acteurs, en allant vers cette stratégie de demande vers des plateformes qui pourraient agréger l'initiative locale, mais en donnant la puissance quand même d'un réseau national à forte dimension et une capacité de moyens, et puis sur des opérations concrètes, donc soit d'action au cas par cas, c'est-à-dire on a des acteurs locaux qui ont une difficulté, qui souhaitent ouvrir leur capital avec un acteur non offensif. Tout le monde le sait, la Caisse des dépôts n'est pas un acteur offensif, on ne vise pas des parts de marché, on a là de manière ponctuelle le temps nécessaire pour aider à une reprise, ou soit en montant des dispositifs un peu plus innovants, des foncières avec des acteurs privés ou des foncières avec des acteurs publics, donc de type économie mixte, pour porter des murs, le temps de permettre à un certain nombre d'exploitants et d'acteurs de retrouver des couleurs et de refaire leur métier de base. Et à ce moment-là, nous, on se retirera. Merci beaucoup, Hervé Tonnerre. On poursuit la table ronde avec la question suivante qui concerne le développement touristique et en tant que politique publique. À ce jour, donc, nous constatons que nous ne savons pas combien de temps la crise sanitaire Covid-19 durera, ni quelle sera l'ampleur de la crise économique. La crise sanitaire reviendra-t-elle comme une constante? Nous n'avons aucune visibilité, hélas. Mais nous savons d'ores et déjà que les territoires ultramarins font face à d'autres types de crises aiguës et cycliques, des épisodes climatiques violents, des risques sismiques et cycloniques. Ce temps d'arrêt, cette parenthèse dans l'activité touristique due actuellement à la crise sanitaire, ne serait-elle pas une opportunité? On avait déjà entendu quelques propositions depuis le début de cette table ronde, justement pour affirmer l'ambition d'un tourisme à plus forte qualité environnementale, incluant des aménagements plus résilients, capables de mieux absorber les crises. Quelles actions, quels outils, quel financement? Je vous propose un tour de table, 2 minutes par intervenant, et laisser un peu de temps à un échange si vous souhaitez. On commence par la Nouvelle-Calédonie. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment de se poser les bonnes questions.
C'est-à-dire qu'on a travaillé depuis ces dernières années, vous voyez derrière moi les ateliers du tourisme sur la rédaction d'une stratégie touristique portée par les professionnels du secteur et orientée tourisme durable. Mais je pense qu'il faut qu'on se repose les bonnes questions, c'est-à-dire quel type de tourisme on veut par rapport à la croisière. Est-ce qu'on souhaite toujours avoir autant de croisiéristes? Est-ce que on souhaite avoir les mêmes types de bateaux? Est-ce qu'on ne veut pas réorienter justement ce secteur-là? Est-ce que en termes de commercialisation de notre offre, il y a quelque chose à faire aussi? Enfin, il est temps de se poser les bonnes questions. Et pour se poser les bonnes questions, on est revenu un peu à la base du tourisme. Le tourisme, c'est quoi? C'est une histoire de partage, c'est une histoire d'humain, c'est une histoire de valeurs à transmettre, à vouloir partager en tant que Calédonien auprès de déjà auprès des autres Calédoniens, mais aussi auprès de nos touristes internationaux. Et pour ça, je pense qu'on avait besoin de revenir au préambule, c'est-à-dire on souhaiterait mener une enquête de perception de l'activité touristique, du tourisme en général, auprès des Calédoniens. Savoir comment les Calédoniens voient son tourisme, comment ils voient son offre, son identité, marketing, mais aussi son identité territoriale, pour ensuite pouvoir adapter nos stratégies de développement et de promotion touristique et mener une campagne de sensibilisation auprès des Calédoniens, mais aussi des entreprises et de nos élus. Parce que le tourisme aujourd'hui, ça rapporte à peu près 270 millions d'euros par an. C'est pas énorme. On a un réel potentiel, mais en même temps, on a une offre très diversifiée. On a un produit très riche, on a une communication qui dit en Nouvelle-Calédonie, on peut faire plein de choses, il y a plein d'histoires, plein de cultures différentes à partager. Mais on a du mal vraiment à avoir une identité marketing sur laquelle s'appuyer. Et je pense que si on n'y arrive pas aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin que le Calédonien soit en premier un ambassadeur de son secteur, de son territoire. Et donc, je pense qu'il est temps pour nous, durant cette crise, de revenir aux fondamentaux, en fait, du tourisme et du secteur. Merci beaucoup. Est-ce que Charles Orger souhaitait vous compléter ou... Oui, simplement quelques mots. Alors, cette vision du tourisme, elle est complètement partagée à l'échelle du territoire en Nouvelle-Calédonie. On va dire qu'on a ce qui était une faiblesse, à savoir un tourisme qui pesait très peu dans l'économie calédonienne. 130 000 visiteurs par an, c'est très peu à l'échelle d'un territoire. Mais c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a un territoire qui est ultra préservé, avec une biodiversité qui est quasi intacte. Et donc, on pense qu'effectivement, c'est autour de ces atouts naturels que la Calédonie doit surfer pour développer le tourisme de demain. Et ça rejoint pleinement ce que disait Yolani, à savoir qu'aujourd'hui, le tourisme, on sait que c'est une notion de partage, une notion de relation entre l'accueillant et l'accueilli. Et aujourd'hui, l'accueilli est souvent pas très bien accueilli parce que c'est, on va dire, les politiques publiques ont décidé de comment accueillir les visiteurs, et c'est pas les Calédoniens qui se sont inscrits dans cette démarche. Et donc aujourd'hui, on pense que c'est aussi ce qui fait un peu défaut dans le développement touristique en Nouvelle-Calédonie, c'est cette adhésion de la population à accueillir des gens, des visiteurs. Et on pense qu'en allant vers un tourisme qui est autour de ce qui rend fiers les Calédoniens, sa biodiversité, son territoire, et qui va pouvoir le montrer, le partager, eh ben, on saura aussi résoudre cette problématique de l'accueil qui fait vraiment défaut en Nouvelle-Calédonie. Donc, on pense qu'effectivement, cette crise, elle va être un révélateur et elle devrait permettre un tourisme beaucoup plus qui suscite beaucoup plus l'adhésion
de l'ensemble de la population et qui soit aussi beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et c'est parce qu'il sera plus respectueux de l'environnement et qui mettra plus en valeur le territoire qui sera mieux accepté par tout le monde. Merci beaucoup, Charles Roger. Je suis en train de regarder les questions qui nous arrivent au fur et à mesure. Vous avez quasi répondu à la question d'Asia Chaouni sur donc comment développer ce tourisme de demain écologique à bas impact et à dimension culturelle. Quelle est la place de l'écotourisme post-crise? Donc, on pourra développer éventuellement après dans les questions-réponses. Est-ce que François Balthus Landoc, vous souhaitez poursuivre? Hervé Tonnerre, je vous laisse la parole. Alors, oui, en fait, ce qui vient d'être dit est très intéressant. Je partage complètement tout cela. Alors, en Martinique, c'est vrai que on va dire que la crise que nous venons de vivre et qui n'est pas terminée, elle amplifie une démarche que nous avions déjà. C'est vrai que, comme vous avez, pendant le confinement, la planète était arrêtée et c'est vrai qu'on a un territoire qui est très nature. Et donc, en fait, ça a été pour les Martiniquais vraiment une prise de conscience. Ça a aidé encore. Alors, c'est vrai que de façon très pragmatique, nous, on avait déjà pris ce tournant sur l'écologie et sur le développement durable. Mais là, en fait, on va essayer d'accélérer ce mouvement avec des actions, encore une fois, très, très, très simples. Voyez-vous, il existe beaucoup de labels sur le développement durable, mais ils sont extrêmement complexes. Et en fait, les socioprofessionnels, eh bien, ils adhèrent pas parce que vous avez une bible comme ça de procédures à mettre en place. Et puis, comme je disais tout à l'heure, nous, on a des TPE et des PME, donc c'est des petits hôtels de 30 chambres, de 40 chambres, de 50 chambres, ou alors, bon, on a quelques gros porteurs, mais gros porteurs en Martinique, c'est 200 chambres. Donc, en fait, du coup, on s'est dit que pour essayer d'accélérer un peu le mouvement, il faudrait qu'on mette en place une charte pour commencer. Soyons simples, pragmatiques. On met en place une charte de 10, 15, 20 points qui sont plus facilement, qui sont essentiels déjà, mais qui seront plus facilement, qu'on pourra plus facilement mettre en œuvre. Et donc ça fait partie de nos projets pour 2020-2021. Et on avait déjà cette idée avant, mais on s'est rendu compte que là aujourd'hui, bien cette crise va nous permettre d'avancer encore plus vite. Alors chez nous, c'est plutôt le tourisme de l'expérience, et c'est pour ça que je vous rejoins. C'est le partage, c'est l'accueil. Donc en fait, les Martiniquais, les Antillais, ils sont connus pour cette chaleur. Alors par rapport à l'accueil, on peut toujours s'améliorer. Il y a eu vraiment, je pense que depuis une dizaine d'années, il y a eu de gros efforts qui ont été faits. Et donc, on travaille sur donc sur l'amélioration encore de l'accueil. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse qui est liée avec ce qu'on avait dit tout à l'heure. Cette crise du Covid-19, il y a eu quand même quelque chose d'assez compliqué qu'on a tout de suite vu vers le mois d'avril. C'est que le tourisme, le virus, il a été pour nous importé par des croisiéristes. Donc, virus, croisiéristes, touristes. Donc voilà, on a fait tout de suite. Et donc, du coup, on a vu se développer une tourismophobie dans nos territoires. Et il fallait effectivement réassurer les Martiniquais et que les socioprofessionnels mettent en place donc des protocoles pour que redonner confiance aux Martiniquais sur un secteur qui chez nous représente à peu près 580 millions d'euros de recettes. C'est en résumé pratiquement notre première exportation finalement. Et donc du coup, il fallait redonner confiance parce qu'il y a eu un travail colossal qui avait été fait justement. On avait atteint le million en 2018, on avait atteint le million de visiteurs quand même. Donc c'était vraiment extraordinaire. Et là, d'un seul coup, patatras, tourismophobie, rejet de l'autre. Donc là, on s'est rendu compte de ça vers le mois d'avril-mai. Et là, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la reconquête du cœur des Martiniquais pour remettre le tourisme au centre
du développement économique du territoire. D'accord. Donc, le développement durable, évidemment, comme je disais, fait partie de cette stratégie. Et donc, du coup, oui, voilà, c'est ça. Ce sera ma conclusion. Moi, j'ai une question pour rebondir sur ce que vous dites, et puis peut-être pour faire le lien aussi avec la quatrième question. Vous dites tous un petit peu la même chose, à savoir que l'avenir du tourisme dans vos territoires passe par une participation plus importante de la population locale et une mise en valeur plus importante de ces populations. Quand on regarde un petit peu l'histoire du tourisme sur vos territoires, vous la connaissez mieux que moi, mais on constate quand même que beaucoup d'opérateurs métropolitains, notamment hôteliers, ont essayé de développer leur activité outre-mer, sans forcément y arriver, parce que les codes étaient peut-être différents, parce que entretenir un hôtel en outre-mer, ben, ça ne coûte pas la même chose qu'en métropole, etc. Du coup, je m'interroge sur les dynamiques entrepreneuriales qui naissent sur vos territoires, qui sont portées par des acteurs locaux, parce que je pressens quand même que l'avenir touristique en Outre-mer, il passe aussi par là. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'initiatives qui sont portées justement par des acteurs locaux, aidés par la puissance publique ou par la caisse? Je crois que François Balthus, vous aviez évoqué un projet d'école, c'est ça, en Martinique? Ah oui, alors effectivement, il y a l'école Vatel qui donc va ouvrir en septembre prochain, septembre-octobre prochain. Bon, effectivement, ça c'est important pour, on va dire, pour le développement et la sensibilisation aussi de la société, et puis vraiment pour que les jeunes, au lieu de s'expatrier pour faire des études dans le tourisme, puissent vraiment en Martinique faire des études donc de management touristique. Et c'est vrai que chez nous, nous avions que le BTS. Et après le BTS, eh bien, vous deviez partir. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'école Vatel est donc montée par un hôtelier. Et le plus grand hôtelier de la Martinique, donc c'est le groupe Caribéa. Et donc, c'est intéressant que ce soit donc effectivement un hôtelier qui ait eu l'idée donc de développer de faire venir cette école chez nous parce que elle correspond à une nécessité, à de vrais besoins. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, une belle initiative. Bon, après, chez nous, le CMT, depuis un petit moment, on veut aussi séduire les jeunes. Donc, en fait, nous avons, par exemple, depuis plusieurs années, tous les 2 ans, on élit le ministre du Tourisme junior, qui est en fait un étudiant, donc qui passe des tests, vraiment des choses qui sont quand même pas faciles. Hein, donc, et cette année, on a une jeune fille qui est bilingue, qui est très ouverte, qui s'exprime extrêmement bien, qui est hyper cultivée et qui est notre ambassadrice quand on fait des événements, que nous emmenons aussi parce que l'idée, c'est de former ces jeunes. Et donc, on a l'occasion de les emmener sur des opérations que nous faisons à l'international. Donc, voilà, c'est des opérations qui sont extrêmement importantes pour sensibiliser la population. Et puis finalement, hein, on va développer ce tourisme donc sur nos territoires. Ok. En Nouvelle-Calédonie, vous avez des exemples d'entreprises qui ont été développées, portées par des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, peut-être déjà aguerris à l'accueil touristique ou qui se sont lancés sur ce marché?
Juste, si je peux me permettre, est-ce qu'on peut préciser si ce sont des démarches privées ou soutenues publiques? On avait une question par rapport à l'école Vatel. Est-ce que c'est une école privée ou une école portée? Voilà, donc si vous pouvez préciser, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Désolée. Oui, par rapport à Vatel, donc en fait, comme je disais… Merci, vous avez répondu, mais je veux dire, pour les initiatives futures présentées, si vous pouvez préciser aussi si on a des soutiens publics ou ce sont des démarches privées. Alors, au niveau de la Calédonie, alors j'ai pas connaissance de pépites qui se sont exprimées et qui s'inscrivent pleinement dans ce mouvement de tourisme de demain éco-responsable et qui ont d'ores et déjà eu des succès. On sent quand même que c'est en ébullition. Alors, à la Chambre de commerce et d'industrie, on porte un peu cette démarche qui a été présentée par M. Balthus aux Antilles, à savoir la nécessité d'avoir une école de tourisme de Nouvelle-Calédonie qui à la fois permet de sensibiliser et de former nos populations aux besoins et aux attentes non négociables des visiteurs, mais à la fois qui porte une vraie spécialisation sur la Nouvelle-Calédonie et sur le tourisme qu'on souhaite avoir en Nouvelle-Calédonie et le message qu'on souhaite porter. Et je pense qu'effectivement, M. Beaumont l'évoquait, il y a eu beaucoup d'investissements de la part des grands groupes hôteliers qui sont arrivés avec leurs machines de formation, qui montrent leur efficacité dans beaucoup de territoires du monde, qui ont l'avantage de partager une ingénierie de formation, peut-être des plateaux techniques, des méthodes, qui rendent le déploiement de ces formations sans doute beaucoup plus économiquement viable, parce que ça coûte énormément d'argent de former et d'investir dans des plateaux techniques, mais qui correspondent à des outils qui ne sont pas forcément ceux qu'on souhaite développer demain. Et donc, il y a sans doute un juste équilibre à trouver entre cette mutualisation d'ingénierie de formation, de plateaux techniques et une nécessaire adaptation au tourisme spécifique local qu'on souhaite développer demain. Et donc ça, au niveau du territoire, je pense qu'on en a conscience et on en est à comment installer une gouvernance et comment installer sa mise en œuvre pour déployer ce type de tourisme. Annie, sans doute, elle pourra compléter ou je ne sais pas si elle a une vision complémentaire par rapport à ce que… En fait, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que l'enquête de perception que j'ai évoquée tout à l'heure va nous permettre de mettre en place des campagnes de sensibilisation et notamment auprès des jeunes. On a essayé de mettre en place des actions de sensibilisation dans les classes des écoles primaires, en fait, pour faire en sorte que les enfants deviennent des petits ambassadeurs de la destination de la Nouvelle-Calédonie. On a des partenariats avec les BTS Tourisme qui est sur le territoire et avec les écoles en hôtellerie et restauration du territoire. On essaie de mettre en place aussi des partenariats avec le consulat de Nouvelle-Zélande pour avoir des financements sur des stages ou des formations, quelques mois de formation en Nouvelle-Zélande directement au sein des structures touristiques en Nouvelle-Zélande pour acquérir un savoir-faire. Mais c'est vrai qu'on est encore en pleine réflexion sur le sujet et je pense que l'enquête de perception nous permettra de prendre la température en fait auprès de la population pour pouvoir mettre en place des actions ciblées et qui répondent vraiment aux attentes et aux questionnements de la population calédonienne. On sait que le secteur du tourisme, c'est pas un secteur qui donne forcément envie aux jeunes aujourd'hui de s'investir. C'est un secteur qui paye pas énormément. C'est un secteur où on travaille le week-end, les vacances. Et je vous dis aujourd'hui, il nous manque encore cette fierté de travailler dans ce secteur d'activité qui, pour autant, est un secteur hyper transversal
parce que le développement du tourisme, c'est à la fois la préservation de notre environnement. On a quand même un environnement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en Nouvelle-Calédonie. C'est un secteur qui permet de mettre en place des aménagements de territoire, de créer de la richesse, de développer, de créer des emplois, de mettre en place des formations, d'améliorer en fait même la qualité de vie quotidienne du Calédonien en général. Et je pense que cette prise de conscience, elle n'est pas encore faite sur le territoire. Donc l'étape numéro 1, j'y reviens, mais c'est vraiment l'enquête de ces perceptions auprès des Calédoniens sur ce qu'est le tourisme et le potentiel du tourisme pour la Nouvelle-Calédonie. Bien, merci beaucoup. On a quelques questions qui nous viennent du public. Je vais saluer d'ailleurs Yves-Michel Donard qui nous suit depuis Mayotte, où il est près d'1h du matin, qui nous pose. Alors, il a été évoqué la mise en place de chartes. Il se demande comment assurer la compréhension d'une charte locale par l'extérieur. Oui, on s'est effectivement posé la question. Mais on va faire simple. Encore une fois, on va prendre les principaux, vraiment une dizaine de points essentiels au développement durable pour un hôtel, pour un restaurant, par exemple. Et donc, ces points-là, ils seront compréhensibles de tous. On va mettre en place des sigles qui soient très lisibles, internationaux. Donc, on va s'inspirer on va pas tout réinventer, hein. Nous, on veut être simple et pragmatique. Donc, on va s'inspirer de ce qui se fait déjà et on va le traduire avec une plus grande simplicité auprès de nos socioprofessionnels pour qu'ils puissent en plus le mettre en avant de la façon la plus lisible et qui soit comprise de façon internationale. Merci, Monsieur Valcus. Une autre question de Madame Pinel qui nous dit que les entreprises en Guyane demandent plus des aides que des prêts bancaires. Elles sont déjà fragilisées et ne peuvent pas bien souvent souscrire aux prêts bancaires. Comment on pourrait les accompagner spécifiquement? Peut-être pour Monsieur Tonnerre. Alors, je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire que le prêt présuppose un remboursement. Ça fait un parti, ou alors en avance, une plaisanterie que j'avais quand j'étais DG de la collectivité territoriale de Guyane en disant qu'on essayait d'avoir des prêts non remboursables. Mais en règle générale, le principe, c'est que une structure doit être suffisamment solide pour pouvoir emprunter, y compris quand on prend un prêt garanti par l'État, c'est simplement indifféré, mais à un moment ou à un autre, il faut que les fondamentaux soient sains, que l'activité soit là pour après quelques mois, on puisse quand même rembourser le prêt qu'on a souscrit. C'est pour ça que dans les actions, il y a des actions qu'on met en place pratiquement, bon, je le vois, et que ce soit la Nouvelle-Calédonie, que ce soit la Polynésie, que ce soit les différents conseils régionaux, que ce soit les fonds résistance qu'on a mis en place pour l'économie sociale solidaire ou les TPE, on en a mis quand même 6 en appui d'action de la BPI en fonds propres caisse et dépôts. Ça nécessité donc de multiplier le type d'outils, c'est-à-dire il y a les dispositifs des aides qui ont été mis par l'État et les collectivités, notamment des aides de trésorerie. Il y a les prêts pour les structures, les groupes qui peuvent s'en sortir. Je vois aussi sur la Polynésie, c'est un peu comme pour les autres territoires, on a des pensions de famille, des très petites structures, puis à côté, on a quand même des hôtels de classe internationale. La solidité des uns et des autres n'est pas la même. Quand vous avez des structures assez lourdes, quand vous avez un actionnariat solide, lorsque vous avez la capacité de jouer les alliances, vous pouvez tenir, vous pouvez encaisser 3 ou 4 mois difficiles et une montée en puissance, en fait, y compris vos partenaires bancaires vous suivent et vous avez des fois peut-être des trésoreries où votre actionnaire va pouvoir vous faire des avances en compte courant et vous maintenir à flot. Sur des territoires qui sont compliqués, oui, il faudra trouver des nouvelles modalités. C'est pour ça que les propositions qu'on fait également, c'est de réfléchir avec ces territoires sur la mise en place peut-être de dispositifs. Après, c'est assez simple à penser, c'est beaucoup plus dur à modéliser et à trouver le bon modèle économique, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment, il ne faudra pas des structures de portage, c'est pour ça qu'on se disait peut-être 2 murs,
parce que ça permet de recentrer l'exploitant sur son rôle premier, c'est d'exploiter, de l'avoir soulagé, parce que, y compris à un moment, on a fait un peu, j'allais dire, de leaseback, c'est-à-dire qu'on a racheté des murs, on a redonné de l'argent donc à l'exploitant, et qui se trouve avec des loyers, c'est ce qui va être annoncé également sur le commerce de proximité, qui soit supportable. Donc il y a toute une réflexion à engager avec, j'allais dire, les collectivités, la compétence, avec le monde bancaire, avec les consulaires, avec les socioprofessionnels, puisque les réponses ne seront pas les mêmes. On voit sur les territoires où on n'a pas du tout les mêmes enjeux. Par contre, nous, ce qu'on souhaite, et je rebondis sur ce qui a été indiqué, c'est clair que là, du côté de la Banque des territoires, nous, on accompagnera des projets qui auront une vertu, j'allais dire, de résilience et développement durable. Et développement durable, c'est aussi l'insertion sur un territoire. Tous les territoires dont on parle, moi je vois la Guyane, vous avez la Guyane, c'est aussi un tourisme particulier. On ne va pas en Guyane pour faire n'importe quelle sorte de tourisme. Je voyais, j'étais attristé la situation des guides de Guyane qui n'ont pas de clients ou les marais de côte. Il y a des actions qui doivent être là pour maintenir quand même des choses qui étaient assez exceptionnelles. On entendait tout à l'heure, c'est la situation de tous les territoires. À part des territoires où peut-être il y a peut-être une culture un peu plus déjà de tourisme, je pense aussi à la Polynésie, il y a aussi à rendre ce qu'on se disait, le tourisme n'étant pas perçu comme une prédation ou, je veux dire, où on arrive même, ou alors comme quelque chose d'une pièce rapportée, on arrive dans un ressort, on reste, c'est très très bien, mais voilà, avec des fois aussi des enjeux de contexte historique qui font que la relation à un métier de service est plus compliquée. Donc il y a un enjeu et vraiment une chaîne de valeur entre les collectivités qui ont la compétence en matière de formation, des financeurs comme nous, les socioprofessionnels, j'allais dire les leaders d'opinion et les politiques aussi, hein, par rapport à un changement de vision qu'on peut avoir sur le tourisme comme facteur de développement. Mais nous, on est prêt à mobiliser, y compris à accompagner en capital, à prendre des participations dans des structures, mais on n'ira que si on est certain que derrière, on fera déjà de la haute qualité environnementale, qu'on privilégiera les circuits courts et qu'on embauchera localement. Et que justement, on aura des sites qui seront insérés. C'est pour ça que je cite un exemple, c'est qu'en train de faire le maire de Bora Bora, Gaston Tonsang, sur son territoire qui est assez exceptionnel, qui est en train d'aller vers la plus haute qualité environnementale et un projet aussi de la plus grande implication de la population, avec la pêche locale, la diminution des intrants, quels qu'ils soient. Et c'est tout ceci qui permet de réconcilier ce qu'on disait, des territoires magnifiques, des identités culturelles très très fortes, hein, comme le fait coutumier qu'il peut y avoir dans des territoires comme la Nouvelle-Calédonie, avec à un moment une activité économique qui est rentable, qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur et qui paye bien ses collaborateurs. Donc nous, on sera prêt à accompagner lorsqu'on sera actionnaire et à aller sur des projets qui seront exigeants. On sera peut-être moins exigeant sur un niveau de taux de rendement interne, c'est-à-dire qu'on est prêt, mais on sera exigeant par contre sur le retour sur le territoire. Et le retour sur le territoire, c'est aussi pour la population et l'acceptation locale. Je ne pense pas que les Outre-mer aient les moyens de se mesurer aux géants du tourisme internationaux. Donc, c'est plus des tourismes un peu de niche. Il faut essayer de préserver ce qui est justement cette notion qualitative et qui peut amener d'ailleurs du tourisme de haute contribution, ou alors on le voit, les expériences qu'on est en train de vous décrire, de ramener de la population locale ou de la région d'à côté, on prend la zone par exemple Caraïbes, à aller visiter parce que justement il y a des choses d'excellence et qui sont donc là. Je pense que nous on essaiera d'accompagner ces actions touristiques. On est prêt à jouer le jeu, mais pas n'importe quel jeu. Mais d'après ce que j'entends de tous les participants, on est bien dans cette logique de réappropriation d'un tourisme qui insère, d'un tourisme qui respecte la nature, les territoires, et d'un tourisme qui a un vrai projet, j'allais dire politique au sens noble du terme, qui fédère une population. Et c'est vrai que pour avoir vu deux, trois épisodes un peu compliqués sur des croisiéristes dans les Antilles, on ne peut pas opposer une population de tourisme à la population locale. Ce serait la pire des choses. Donc, je crois qu'on en est tous conscients. Donc, là, chacun à notre niveau, et il faut participer à cette reconquête. Oui, il faut être plus résilient. Je crois qu'on se l'est dit. Et moi, pour voir un certain nombre d'actions qui sont conduites, c'est pour ça que je prenais l'exemple de Bora Bora. Un site est magnifique. Il y a déjà un public de haute contribution, mais même ce public devient de plus en plus exigeant sur les aspects d'insertion locale, y compris d'insertion
j'allais dire, sociale et j'allais dire sociétale. Donc, c'est dans la bonne voie. Il faut prendre, je veux dire, après tout le retour d'expérience de cette crise, ça doit être faisons mieux, faisons mieux. Et nous, on est prêt à accompagner ce faisons mieux. Merci, Monsieur Tonnerre. Yelena? Merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Donc, on a eu quelques questions qui nous sont arrivées, à savoir que tous les territoires ultramarins ne sont pas représentés ce soir. Comme on avait dit, on fait vraiment le tour à l'échelle planétaire. Donc, les tables rondes vont se poursuivre et nos invités on va inviter d'autres personnes. La prochaine fois, on a déjà eu une première table ronde où on a invité d'autres territoires. Donc, les sujets vont se poursuivre. On a un grand thème qui est celui de la mobilité restreinte et donc on va poursuivre ces échanges. J'essaie de répondre à quelques questions donc, sur justement la présence de certains territoires ultramarins, mais j'invite peut-être Hervé Tonnerre, si vous voulez dresser une image complète peut-être pour la conclusion. Justement, notre table ronde arrive à sa fin. Donc, on a entendu des mots comme donc la résilience, l'opportunité, le rapprochement des territoires. Ce que je vous propose, c'est en lieu et place de la conclusion, si vous pouvez nous livrer vos pistes de réflexion pour aller vers la fin de cette table ronde. Je pense que ce genre de table ronde, ce genre d'intervention déjà démontre qu'il y a une solidarité des Outre-mer. Chaque territoire est particulier, chaque territoire a ses préoccupations. Ça, c'est très clair, a des enjeux. Mais à un moment, il y a un certain nombre de handicaps qui peuvent être un éloignement, un niveau de développement, des particularités aussi quand même de fragilité sociale, de disparité de revenus, quand même qui caractérisent majoritairement les Outre-mer, où on peut avoir quand même dispersion des revenus qu'on ne retrouve pas toujours sur tous les territoires de la France hexagonale. Je pense que cette capacité d'échanger sur les bonnes pratiques, cette capacité aussi de savoir aussi être un peu innovant, être à la pointe. Vous avez une capacité de faire des choses qu'on ne voit pas forcément ailleurs, parce que justement, étant plus isolé et autres, j'allais dire, c'est des fois aussi la chance d'être un peu plus captif et de pouvoir modéliser des expériences avec des fois une difficulté d'entrée de groupes ou de personnes qui pourraient être un peu prédatrices dans cette lutte internationale. C'est à la fois d'avoir une visibilité pour vous faire connaître et sortir des fois d'une forme d'isolement, mais une capacité aussi de pouvoir bâtir une économie, j'allais dire, endogène, qui est un peu plus facile parce qu'à un moment ou à un autre, les frais d'entrée pour un nouvel entrant qui serait purement extérieur, qui voudrait appliquer des normes qui ne seraient pas tout à fait celles du territoire sont plus compliquées. Donc je pense que les Outre-mer ont vraiment un enjeu et ce genre de plateforme est très intéressant, c'est d'échanger entre eux, c'est-à-dire de vous garder vos spécificités, mais à un moment ou à un autre, vous avez une forme de solidarité. Et vos combats sont communs parce que chaque territoire, on le voit, est quand même à un poids relatif. Par contre, quand l'outre-mer commence à demander des fois ou à exprimer des besoins, il peut avoir des dispositifs particuliers. Je vois ce qu'on met en place. On a des interventions qui sont mises en place, par exemple, sur les fonds résistance. On a plus que doublé notre modalité d'intervention par habitant, parce que justement, c'était les Outre-mer et ses particularités et ses handicaps qui sont réels. Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, ce type d'échange démontre à un moment que chacun a quand même quelques identités et quelques particularités qui se retrouvent quand même dans les Outre-mer. Moi, c'est très frappant parce que vos réflexions, celles que j'ai entendues là, je l'ai entendu, c'est pour ça que je citais par exemple sur la Polynésie, c'est ce qu'on voit aussi ailleurs, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu ni La Réunion ni Mayotte de représentés, mais c'est à peu près les mêmes thématiques avec des territoires qui ont été isolés, qui veulent préserver. Alors, on ne va pas parler de Mayotte, parce que Mayotte et les Guyane sont les deux territoires qui, malheureusement, pour la crise sanitaire actuelle, ont des positions les plus difficiles, mais qui ont besoin aussi, comme La Réunion, de se dire à un moment comment je fais aussi pour reconquérir un public de touristique, c'était une destination touristique majeure, et comment je fais aussi pour ne pas rouvrir de manière inconsidérée. Donc moi, j'en appelle à cette forme de solidarité des Outre-mer, et de notre côté, il y aura un regard très très bienveillant sur les interventions qui seront conduites.
et la prise en main quand même des destins, parce que je le vois aussi, la force, hein. On a 2 territoires, et notamment un territoire qui est emprunté ce soir, qui a un très fort niveau, j'allais dire, de décentralisation, hein, qui est pratiquement un des plus élevés, si ce n'est le plus élevé de la République. Donc, à un moment aussi, il y a des expériences qui ont été conduites dans la gestion de la crise sanitaire, voilà, qui peuvent être très illustratives et qui peuvent aussi apprendre pour le reste des Outre-mer, même pour la France hexagonale. Donc, je pense qu'à un moment, c'est ce dialogue entre solidarité, lien avec un ensemble plus vaste et puis prise de responsabilité locale aussi, qui est très intéressant dans la modalité. Donc, voilà, ce n'est pas une conclusion, je n'aurais surtout pas les reconnaissance d'avoir une conclusion, c'est une perception, plus de solidarité peut-être dans les Outre-mer, plus d'échanges entre vous, plus de capacité aussi de benchmarker, parce qu'à un moment, vous avez tous été confrontés, hein, il y a un directeur de CCI par exemple, quand un aéroport s'arrête, ça se génère aussi pas mal de répercussions pour vos mandants, pour l'économie, etc. Et tous les Outre-mer ont été confrontés à ceci. Et la reprise pour tous les Outre-mer, elle sera quand même dépendante de facteurs sur lesquels vous avez quand même peu de maîtrise, ou les grands plans d'action, la solidarité, à un moment, voilà, c'est les ressources des territoires, on le voit, je pense à la Nouvelle-Calédonie, on voit pour la Polynésie, il faut quand même que la solidarité nationale, à un moment, se mobilise fortement, parce que vos économies sont quand même très, très fragiles, et notamment dans le domaine social, vos comptes sociaux, etc. Donc, voilà. Il y a un moment, cette nécessité de solidarité, de faire passer vos messages, par contre, de pouvoir mettre en place des thématiques qui sont innovantes et qu'on voit. Voilà. J'ai regardé la gestion de crise, il y a quelques territoires qui ont su prendre des bonnes positions et, comme on disait, être Covid-free, c'est aussi la preuve de la démonstration d'un sens des responsabilités et d'exercice, j'allais dire, de responsabilité locale. Il faut saluer aussi les élus qui sont aussi des acteurs indispensables dans une république. Merci beaucoup, Hervé Tonnerre, pour votre réflexion, donc une ouverture au mot de la fin. Merci. François Balthus Landoc. Le son. Ouais, j'avais coupé mon micro. Pour rebondir, vous l'avez compris, hein, dans mes propos, j'ai pas mal insisté sur la coopération régionale. Moi, c'est vraiment cette coopération, on l'appelait de nos voeux avant la pandémie. Et en fait, nous avions en septembre dernier, donc l'année dernière, à Topresa, il y avait une signature d'une lettre d'intention de travailler ensemble avec la Guyane et la Guadeloupe. Et puis la pandémie est arrivée et du coup, on avait commencé à collaborer sur des actions au Canada, par exemple, des actions de promotion au Canada. Et là, on voyait que tout s'accélère parce que pendant la période de confinement où on devait se battre tous ensemble, on s'est rendu compte que la Martinique de son côté, la Guadeloupe de son côté, on n'arrivait à rien. Je rejoins ce que vous disiez, Monsieur Tonnerre, c'est que quand on se réunit et quand on a un représentant, comme ce qui s'est passé, un représentant unique pour nos territoires, eh bien, on obtient des choses. On obtient effectivement que le test soit inscrit dans la loi, qu'il faut protéger nos territoires. Bon, alors évidemment, on a mis du temps, hein, il y a beaucoup de choses qui ont pris beaucoup trop de temps, mais n'empêche que notre voix a porté. Notre voix a porté au niveau du secrétaire d'État, Monsieur Lemoine, de la ministre des Outre-mer. Et donc voilà, donc ça, c'est cette coopération. Moi, je suis vraiment fier de ce que nous sommes en train de faire. On a encore beaucoup, hein, c'est que le début, c'est que les prémices. Mais en fait, je crois qu'on peut aller encore beaucoup plus loin parce qu'effectivement, on partage les mêmes réalités socio-économiques et touristiques. Et là, par contre, on peut rationaliser, on peut optimiser nos budgets pour conquérir de nouveaux marchés. Le Canada, on a fait c'était au mois de janvier dernier, nous sommes allés à la Guadeloupe et la Martinique ensemble pour faire conquérir le marché de l'Ontario. On a été à Toronto, on a réuni 500 agences de voyage, on l'a fait ensemble. La Martinique toute seule, on aurait beaucoup plus de difficultés. Là, on allait avec un message fort, les Antilles françaises, etc. On a construit une histoire pour conquérir ce marché anglophone au Canada.
voilà des choses complètement simples, pragmatiques, où on peut vraiment avancer ensemble. Donc voilà, donc c'est cette collaboration et cette coopération, elle est vraiment très importante et je pense que c'est que le début. Merci beaucoup, François Balthus-Landoc. La Nouvelle-Calédonie, Charles Roger. Oui, alors moi je souscris pleinement à la réflexion et à l'ouverture qu'a fait Monsieur Tonnerre sur ce que ça a mis en exergue au niveau des territoires d'outre-mer, à la fois des terres d'expérimentation et puis à la fois des territoires qui ont beaucoup à partager. Et cette crise est sans doute un catalyseur pour ça. Après, et effectivement, je pense que la Caisse des dépôts a un vrai rôle et la Banque des territoires a un vrai rôle à jouer aussi pour essayer de s'appuyer sur ces innovations, ces idées qui peuvent être puisées ou piochées sur certains territoires et essayer de les étendre dans leur philosophie à d'autres territoires via des dispositifs qu'elle peut mettre en place ou une politique qu'elle peut mettre en place. Moi, je tiens malgré tout à souligner aussi que les territoires n'ont pas le même statut non plus au niveau de la République et que donc ils n'ont pas non plus à disposition les mêmes outils et ils ne sont pas tous éligibles aux politiques publiques ou aux décisions qui ont été mises en place en France métropolitaine. Et ça aussi, c'est un élément à prendre en compte parce que la Polynésie, Wallis, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie n'ont pas pu pleinement bénéficier de tous les dispositifs et que ça, c'est aussi la conséquence de l'évolution et de l'autonomisation de ces territoires. Mais ça, dans cette période de crise, ça a été aussi une vraie difficulté pour les entreprises et le tissu économique calédonien. Voilà, pas d'éléments complémentaires. Je souscris pleinement aux conclusions qui ont été apportées. Merci beaucoup, Charles Roger. Yolande Martin. Je crois que l'essentiel a été dit. Donc, pour résumer, je dirais que là, c'est une réelle opportunité, quelque part, ce qui se passe aujourd'hui, pour nous, de se réinventer et de revenir aux fondamentaux, en fait. Voilà, tout simplement pour pouvoir mettre en place de vraies stratégies de développement durable pour nos destinations touristiques. Merci beaucoup. Jean-Marie, je te laisse la main. Merci Elena, merci à tous nos invités. Donc on tient à vous remercier vraiment très sincèrement d'avoir rendu nos échanges très pertinents. Le débat a été très riche en enseignements. Merci à Madame Yolande Martin, merci Monsieur François Balthus-Landoc et Monsieur Charles Roger, merci Monsieur Hervé Tonnerre, merci à Xavier Beaumont. On tient également à remercier le public d'avoir été si nombreux et de nous avoir posé des questions. Je tiens à remercier également le réseau de la SEC, l'organisation et la régie qui, pour cette occasion, est installée à Mantes-la-Jolie. Donc, merci à Thierry Lemant, que je fais intervenir un petit peu tard. Donc, merci d'autant plus également à Monsieur Hervé Tonnerre, qui n'a pas le décalage horaire comme les autres en Outre-mer et qui est à la même heure que nous en métropole. Donc, nous concluons cette table ronde dans un moment très complexe pour les Outre-mer, mais convaincus que l'innovation et la démarche résiliente sont des fondamentaux du renouveau. On reste à votre entière disposition. Outre-mer au pluriel, nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle édition. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci Elena et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.